Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver dans le rendez-vous de midi de ce lundi après un si long week-end. Fidèle du rendez-vous de midi, vous savez que novembre c'est le mois qui nous sépare de décembre, qui nous sépare de la nouvelle année. Et avant de déballer ce mois de novembre qui vient de commencer, je voudrais qu'on commence dans la joie. Et ce sera ainsi pour tout le mois de novembre. Et pour bien démarrer ce mois, ce lundi, pour bien démarrer cette semaine, je vous invite à écouter ce son de Cécimien qui est Raya Raya. On chantait Raya parce que Raya, c'est bien bouger et remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous ici, pour notre bonne ambiance que nous partagons avec vous, nous avons des opportunités à travers le e-commerce, des opportunités à travers le monde agricole, des opportunités dans le foyer à partager avec vous. Et sera le premier tableau qu'on va présenter pour vous, ça sera coaching numérique. Et oui, lundi dernier déjà, on a commencé dans coaching numérique à parler du e-commerce, les opportunités pour les PME. Et avec notre spécialiste, on a parlé des sites de e-commerce. Aujourd'hui, on va découvrir comment créer son site et mieux l'animer et avoir également des bénéfices. Ce sera avec notre spécialiste que vous connaissez si bien, c'est Kakuchichi Yevedo, notre spécialiste en e-commerce. Expert en informatique. Non. Non, je vais dire ça, c'est pas si on va oublier. Je vous laisse. Oui, oui. Non. Vous êtes expert également en ingénieur, informatique. Voilà, je suis arrivée. Merci beaucoup. Vous savez pas sur ce plateau. Sur ce plateau, nous avons également Blandine Vigan, notre conseillère en conseil conjugal. Voilà. Elle est là, toujours rayonnante, avec une couleur bien rayonnante. Merci. Merci. À côté de notre charmante dame, nous avons Sergio Gandé Dossou, oui, notre producteur agricole qui va partager avec nous tout à l'heure les opportunités dans la transformation du manioc. Celle qui va nous rejoindre, c'est Karen Gagné. Oui, elle sera également là pour partager avec nous des expériences pour le débat. Mais avant, allons tout droit avec notre expert en e-commerce pour nous dire concrètement comment on peut créer son site de e-commerce et mieux l'animer pour avoir beaucoup de revenus. Parce que c'est ce qui nous intéresse, ou bien. Exactement. Alors, dites-nous, comment on peut réellement créer, quelles sont les étapes clés pour créer son site e-commerce? Bon, déjà, pour créer son site e-commerce, la dernière fois, on a parlé beaucoup de l'e-commerce, de sites e-commerce, pour l'importance pour les PME. Et pour créer son site e-commerce, moi, directement, je vais vous dire, il faut déjà, il y a deux solutions. Oui. La toute première solution, c'est de confier votre site Internet à un informaticien, à un webmaster qui fait le métier et qui va vous réaliser le site Internet. Mais alors, si vous êtes un peu informatique, vous maîtrisez un tout petit peu l'informatique, l'ordinateur, vous-même, vous pouvez le faire. Il y a des outils, on va en parler tout à l'heure, il y a des outils qui vous permettent de le faire et gratuitement. Bon, vous allez devoir dépenser un peu d'argent si vous voulez bien améliorer les choses, mais vous pouvez le faire gratuitement et je vais vous décrire étape par étape comment vous allez pouvoir le faire en réalité. Mais est-ce qu'avant de venir aux étapes, on peut donner un peu les outils adaptés pour les PME? Voilà, pour les PME, déjà quand vous voulez réaliser votre site Internet e-commerce, il faut déjà vous demander quel genre de site e-commerce vous voulez faire. D'accord? Parce que quand on parle de site e-commerce, bon, je prends les sites Internet comme les maisons. Quand vous voulez construire une maison, il y a maison dans maison. Il y a maison tollée, étage, dallée. Voilà, quel type de site Internet vous voulez faire. Et c'est suivant le type de site Internet, de site e-commerce que vous voulez faire, que vous choisissez l'outil adapté. Mais il y a un outil que la plupart utilisent, qui est gratuit, d'accord, et qui est très simple à utiliser, on l'appelle WordPress. Et même quand vous confiez votre site Internet à un spécialiste, il y a 75% de chances que ce spécialiste utilise l'outil WordPress. D'accord. Voilà, parce que cet outil est vraiment facile à utiliser et il est gratuit en plus. Donc, à part cet outil, il y a d'autres outils, bien sûr. Il y a Commerce, il y a d'autres outils pour réaliser un site e-commerce, mais je vous conseillerais d'utiliser l'outil WordPress. Donc, c'est l'outil WordPress qu'on va découvrir tout à l'heure. Exactement, c'est l'outil WordPress que nous allons découvrir. Si Montréalo est prêt, il nous envoie les images, de mieux nous expliquer comment on peut utiliser l'outil WordPress. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, c'est bien ça? Ah oui, bon, là, il faut déjà
Là, je parle de la réservation du nom de domaine. Donc là, un site internet, ça a un nom, www.quelquechose.com. Donc là, la première des choses, il faut penser à réserver votre nom de domaine et votre hébergement. Donc vous voyez sur l'écran l'exemple de réservation d'un nom de domaine. En réalité, là, on a pris un nom de domaine au hasard. Donc là, vous allez sur Internet, tout simplement. Vous tapez enregistrement de mon nom de domaine et de mon hébergement. Vous allez tomber sur un site. Il y a plein de sites qui le font. Et là, vous enregistrez votre nom de domaine. Et c'est l'adresse de votre site Internet. L'adresse que les visiteurs, prochainement, vont saisir pour accéder à votre futur site Internet. Et c'est important que vous le fassiez avant de commencer la conception du site Internet. Donc, ça ne coûte pas grand-chose. Une dépense d'à peine 30 à 36 000, 40 000 maximum, vous l'avez. Le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut toujours prendre son nom de domaine et son hébergement chez un prestataire local. Et ça, c'est une erreur que les entreprises font en prenant ces informations chez un prestataire étranger. En France, aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui ont... Comment on choisit le prestataire local? C'est le BJ, c'est ça? Non, pas forcément. Quand vous allez sur Internet, quand vous tapez « Je vais enregistrer mon nom de domaine au Bénin », vous allez atterrir sur des sites Internet. Regardez tout simplement si le site Internet propose un numéro national. D'accord, d'accord. Et que si vous pouvez le contacter, contacter l'agence, et que l'agence est située sur le territoire national. C'est beaucoup plus intéressant pour vous parce que quand vous avez un problème plus tard, vous pouvez contacter cette agence-là, aller à son siège pour dire, bon voilà, j'ai un problème au niveau de mon site, ça vient de votre hébergement, essayez de me régler le problème. Alors si vous prenez un hébergement chez un prestataire extérieur, d'accord, là vous avez tous les problèmes en réalité de pouvoir le joindre après quand il y a un problème urgent. Donc vous allez discuter par mail et tout ça, ça énerve. Donc quand vous avez fini de réserver votre nom de domaine et votre hébergement, voilà, tous les hébergeurs aujourd'hui proposent l'installation directe de WordPress sur leur système hébergement. Donc une fois que l'hébergement il est réservé, souvent on vous livre ça en 24 heures. Souvent, quand vous payez, votre hébergement est livré en 24 heures et vous vous connectez à l'hébergement et vous cherchez l'outil WordPress dans le panel. Et là, maintenant, une fois que l'outil WordPress est retrouvé, voilà, une fois que l'outil WordPress est retrouvé, vous pouvez maintenant commencer l'installation de l'outil sur votre hébergement. C'est très facile à faire. Il y a plein de documentation sur Internet qui en parle. Et vous pouvez aussi demander à votre hébergeur, souvent les hébergeurs, ils ont un dictateur pour vous expliquer comment faire. Et voilà, vous voyez là, sur l'écran, on installe l'outil WordPress et maintenant, on est en train d'installer ce qu'on appelle un thème. C'est-à-dire, WordPress est tellement facile qu'il propose déjà les designs de sites Internet. C'est ça que nous appelons les thèmes. Donc là, vous choisissez le design qui vous intéresse et vous l'importez sur votre site Internet. Donc là, j'ai choisi un design gratuit. Donc là, il a importé le design et mon site est fait. Tout ce qui me reste à faire, c'est de changer les éléments du design, voilà, de changer. Là, je suis en train d'écrire bienvenue à la place de ce qui était là. Souvent, les designs viennent en anglais. Voilà, donc moi, je change, vous changez. Il y a la méthode de changer. Mais le fond également, on peut changer. Vous personnalisez tout. D'accord. Et ça ne va pas coûter de l'argent comme vous la changer également? Non, 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 c'est complètement gratuit. Maintenant, évidemment, il y a des designs qui sont gratuits. Il y a des designs qui sont payants. D'accord. Voilà. Donc, si les designs gratuits que WordPress vous propose, ça ne vous plaît pas, mais vous sortez un peu d'argent. Les designs, ça coûte entre 30 000 et jusqu'à... Ça dépend de... Mais ça, les bons designs coûtent à partir de 30 000 francs CFA et le coût peut monter jusqu'à un certain montant. Donc, vous pouvez acheter un design. Donc, souvent, les designs achetés sont beaucoup plus raffinés. Oui. Donc, si vous ça exprime mieux, le message, exprime mieux le message. Exactement. Mais moi, je conseille pas forcément d'aller directement vers un design acheté. D'accord, si vous n'avez pas les moyens et que c'est votre premier site, allez vers un design gratuit. Et puis, si vous êtes très exigeant, vous allez vers un design acheté, vous achetez le design, vous l'installez exactement comme ça et vous personnalisez votre design, vous changez les choses qui sont dedans. Donc, après, maintenant, vous pouvez, là, comme vous le voyez, je suis en train d'essayer de mettre un article sur le site Internet, une robe de mariée. Donc, vous pouvez mettre vos articles sur votre site Internet. Une fois que vous avez changé le design et tout ça, vous mettez vos articles dessus. Et puis, en quelques clics, votre site est opérationnel. Donc, ça peut vous prendre, si vous n'avez pas les compétences de le faire, ça peut vous prendre environ une semaine. Si la première fois que vous le faites, ça peut prendre environ une semaine. En réalité, vous lisez, vous lisez la documentation. Et vous y allez vous-même, à votre rythme vous-même. Mais pour un spécialiste, franchement,
généralement, c'est à peine une journée. Hein. Les spécialistes vont m'excuser parce qu'on prend de l'argent pour ça. Mais, je vois. À peine une Quand journée. il y a l'argent dedans, on s'attelle à vite. On s'attelle en réalité pour le faire à peine une journée. Mais on peut également se former pour pouvoir le faire à d'autres, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Et il y a beaucoup de formations que donc des entreprises... Je peux prendre une semaine pour faire mon propre site. Exactement. Et après, j'acquiers les compétences. Je propose à d'autres personnes. Je gagne encore de l'argent. Et justement, vous pouvez le faire à d'autres personnes quand vous êtes formé pour gagner de l'argent en réalité. Parce que quand même, ce n'est pas tout le monde qui a le temps de pouvoir le faire. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir un site internet, mais qui n'ont pas le temps de le concevoir. Donc, vous pouvez leur proposer le service de le concevoir et puis ils vous payent et puis vous leur faites le site internet avec WordPress tout simplement. Mais alors, quels sont les éléments indispensables pour rendre attractif son site et réellement optimiser, vraiment avoir le catch? Voilà, exactement. Si on est dans le cadre du site de e-commerce, d'accord, déjà, il faut partir du fait que sur un site de e-commerce, les gens viennent acheter un produit. D'accord. Donc, dès que vous venez sur le site, vous devez mettre de très belles images. Les images, c'est ça qui font les sites Internet. Vous ne devez pas lésiner sur les images en réalité. Parce que si vous voulez vendre un produit sur Internet, le problème, c'est que le client qui vient sur votre site Internet, je le disais encore hier lors d'une conférence, le client qui vient, il ne peut pas toucher le produit. Tout à fait. Donc, ce que vous vendez en réalité, c'est l'émotion que vous produisez en lui, au fait. Donc, et là, vous devez... Il faut encore agir sur la psychologie du client, mettre de très bons visages. Donc, sur ce cas, je propose toujours d'aller travailler avec un graphiste. D'accord. Vous-même, vous faites votre site Internet, mais allez voir un graphiste pour vous réaliser les images, de très belles images que vous mettez sur votre site Internet. Donc, quand le client il vient sur le site, waouh, si vous vendez des chaussures, par exemple, le graphiste va mettre la chaussure en 3D. Donc, on va voir la chaussure dans une certaine position. Voilà. Donc, le client voit déjà que, waouh, ok, cette chaussure-là, il me faut cette chaussure. Voilà. Donc, les images sont très importantes pour la présentation des articles. Et après les images, sur votre site Internet, il faut animer le site. Il faut prévoir une partie blog. Le blog, c'est un peu comme l'actualité. Et là, vous montrez à travers le blog que vous êtes spécialiste de la mode si vous vendez des vêtements de mode et vous donnez des conseils de mode sur votre site Internet. Ah oui, pour les fêtes de fin d'année, il faut s'habiller comme ci, comme ci, comme ça, pour les événements. Donc là, quand le client il vient, il fait que cette personne-là, qui a ce site, il est spécialiste, il donne des conseils en réalité, donc il sait ce qu'il vend et il a confiance en vous. Voilà, donc surtout sur les sites Internet, pour vendre, c'est que vous devez tout faire pour que le client, le futur client qui vient sur votre site, il ait confiance en vous. Parce que ce n'est pas facile. Mais il doit avoir forcément des astuces pour fidéliser le client. Oui, pour fidéliser les clients. Là, ça, c'est que le client, il a déjà acheté. D'accord. On parle là de la fidélisation. Pour fidéliser le client, ça, ce n'est pas compliqué. Mais le plus compliqué, c'est que le client viennent d'abord acheter la toute première fois. Là, c'est vraiment compliqué. Le reste, pour la fidélisation, il faut tout simplement, quand il achète la première fois, si vous devez le livrer, respectez les heures de livraison. Il ne faut pas dire, on vous livre dans 2 heures et que vous livrez dans 4 heures. C'est Dieu Gandé, vous avez entendu? Absolument. J'espère que vous ne faites pas ça. Vous ne livrez pas 4 heures après. Quand vous dites, vous serez livré dans 2 heures et que vous prenez l'adresse du client quand il a commandé, faites tout pour être à l'heure. Le client, lui, peut ne pas être disponible automatiquement là. D'accord? Mais vous devez être à l'heure. Et ça, les clients, ils aiment ça. Ouais. Ah, ils ont dit 2 heures. En plus, quand on dit le client, c'est là même qu'il faut utiliser cette phrase. Voilà, c'est à ce niveau que le client, vous arrivez la première fois à le fidéliser. Ouais. Bon, après ça, maintenant, il y a les petits gadgets que vous pouvez l'offrir lors de la livraison qui n'étaient pas prévus en réalité. Bon, ce sont des petits trucs, hein. Peut-être un petit quelque chose en réalité. Un porte-clés, voilà, que vous l'offrez dans le colis en réalité pour dire, bon voilà, ça c'est pour vous, monsieur. Si c'est un panier de manioc qu'il a peut-être acheté, pourquoi ne pas acheter de la tomate? Des galettes. Bon, là, voilà, ou même du tapioca. Voilà. Pourquoi pas? Histoire de le fidéliser en réalité. Et voilà. Pour lui montrer également, on a encore d'autres produits, ça pourrait vous intéresser. Et acheter et tout ça. Et puis après, n'oubliez pas d'envoyer un message sur WhatsApp au client. D'accord, souvent WhatsApp c'est mieux parce que c'est moins intuitif. WhatsApp pour lui demander comment est-ce qu'il a apprécié la livraison. Les clients sont forts. S'ils ont apprécié, ils vous diront qu'ils ont apprécié. Si le livret il a été en retard ou il n'a pas été correct, le client vous dira il n'a pas été correct. Et là, ça vous permet de vous corriger pour les prochains clients. Donc, il y a je ne voudrais pas qu'on finisse le plateau sans parler de ces cas où, bon, voilà, j'ai créé le site. La dernière fois, vous avez dit que je peux dormir et être sûr qu'il y a un client qui achète. Ça veut dire que j'ai déjà tout concocté pour que dans mon sommeil, je saute au gagner de l'argent. Oui.
Comment je fais? Comment ça se fait? Oui, voilà. parce que le site est déjà là, créé, mais déjà, vous avez dit tout à l'heure, c'est difficile de retenir, de l'amener à acheter une fois d'abord. Donc, comment l'amener à acheter, même surtout quand je dors, pour qu'il revienne plusieurs fois pendant que je dors? Oui, parce que là, le truc, c'est que le site, c'est pas comme dans une boutique physique où vous êtes là à chaque fois pour reprendre les choses. Donc, une fois que vous avez fait de très belles images, vous avez bien positionné les choses, les tests, il n'y a pas de faute d'orthographe, surtout pas de faute d'orthographe. Donc, quand vous faites votre site, envoyez ça à une autre personne pour que la personne puisse relire, pour corriger les fautes. Parce que quand il y a une faute d'orthographe, bizarrement, le client s'accroche à la faute là, pour vous dire que vous êtes mauvais. Carrément. C'est bizarre, oui, vous dit que vous n'êtes pas digne de comprendre, c'est plus une petite faute de S que vous n'avez pas mis. Donc, tout ça est bon. Maintenant, la chose, c'est qu'il faut faire de la publicité. Et là, les gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est obligatoire. Il faut faire de la publicité pour attirer... Et c'est en ça qu'on dit de booster la page? Exactement, de booster le site internet. Et voilà. Donc, allez voir les médias pour parler de votre site et tout ça, de votre service. Donc, ça permet d'amener les gens vers le site internet. Parce que si vous créez un site internet et vous n'avez pas du trafic, nous on appelle ça du trafic, vous n'avez pas des gens qui viennent sur votre site, mais vous n'aurez pas de clients. Donc, quand vous faites de la publicité, je donne par exemple, vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux. Vous payez, quand je dis faire de la publicité, ce n'est pas faire des publications. Non. Vous payez les réseaux sociaux pour que les réseaux sociaux puissent booster la visibilité de votre site internet. Voilà. Donc là, vous avez des visiteurs sur votre site internet. Et ces visiteurs, 24 heures sur 24, ils viennent. Et là, vous êtes en train de dormir. D'accord, mais le visiteur, à votre réveil, il a déjà fait une commande. Donc, quand vous vous réveillez, vous voyez la commande, vous traitez la commande, vous le livrez, vous encaissez votre argent et vous réinvestissez dans la publicité. Et là, beaucoup de personnes qui débutent le commerce en ligne ont des problèmes en réalité de faire de la publicité parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Je donnais une conférence un jour quand un monsieur m'a dit, mais on n'est pas en train de vendre et on va faire de la publicité. Il faut qu'on vende d'abord, on va prendre l'argent dans lequel on a vendu pour faire un peu de la publicité. Mais je lui dis, c'est pas comme ça. Là, vous n'allez pas décoller. Il faut aller chercher l'argent ailleurs pour maintenant faire la publicité, maintenant pour attirer les gens vers votre service. Et là, vous allez commencer par vendre. Et quand vous faites de la publicité, là, par exemple, moi, ici, je suis au plateau ici, mais mes publicités tournent tranquillement. Bien. Voilà. C'est ce que je vais recommander à nos téléspectateurs. Ils n'ont qu'à suivre cette émission et resuivre quand ce sera sur YouTube. Resuivez et prenez bonne note. Comment créer son site internet, comment l'animer, même quand vous dormez, pour que le client vienne toujours, qu'il s'abonne, qu'il vienne, qu'il se réabonne, qu'il amène d'autres personnes vers votre site. Et mais pour voir comment Sergio Gandé, lui, il anime son site de e-commerce à travers ses chants. On le saura bientôt, ce sera dans Coaching Numérique. À part Coaching Numérique, ce sera dans Ça pousse. Et oui, on est dans les champs avec Sergio Gandé, oui. La semaine dernière, c'était Rodrigue Iwi Coton, un producteur agricole et formateur qui nous donnait des astuces pour booster sa productivité en manioc, de sorte à de 15 tonnes sur un hectare passé à 45 tonnes. Voilà, c'était ça sur ce plateau. Nous avons eu beaucoup d'astuces parce qu'il nous a dit qu'il faut d'abord être sûr de sa terre, il faut être sûr de la bouture que vous utilisez, il faut un entretien pour votre champ et s'assurer qu'il n'y a pas des insectes qui viennent détruire votre champ et autres. Mais quand vous avez, il a dit surtout que le champ de manioc nécessite une attention particulière. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir les opportunités qui sont dans la transformation du manioc, que ce soit avec Rodrigue Sergio. Non, pas Sergio Gandé Dossou. Voilà. Avec vous, vous êtes également un producteur agricole. Oui, absolument. Aujourd'hui, vous me parlez de la transformation du manioc. Alors, à part le garri que nous connaissons, le tapioca que nous connaissons, quels sont les autres produits dérivés du manioc? Il y a beaucoup de produits dérivés du manioc. Par exemple, avec le manioc, vous pouvez faire du pain. Voilà, c'est vrai que le pain que vous faites avec du manioc est un peu différent du pain que vous faites avec du bleu. C'est dur parce qu'il n'y a pas du gluten. Mais aujourd'hui, on fait l'expérience de l'associer avec un peu de blé ou avec un autre produit contenant du gluten pour pouvoir avoir cette élasticité-là. Donc, en fait, avec le manioc, vous pouvez faire du pain. Avec le manioc, vous pouvez faire du gâteau. On fait beaucoup de gâteaux avec. Oui, on fait des cakes, avec la farine de manioc. Avec la farine de manioc, justement. Quelqu'un a consommé sur ce plateau? C'était comment?
Ah, en tout cas. Ah, voilà. Vous avez essayé? Non. Non. Ah, ok. Ce serait intéressant d'essayer parce que c'est vraiment bon. Et en plus, c'est riche en amidon. Et ça c'est bon pour l'organisme en gros. Voilà. Vous pouvez faire avec du gari, avec du manioc, vous pouvez faire du atiéké. Le vrai, hein, pas... je ne parle pas du gali. Hein. On a toute forme de atiéké en tout cas. Ah oui, ça c'est sûr, c'est très sûr. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec, et pas seulement avec en fait la tige, mais aussi avec la peau de manioc. On peut l'utiliser donc pour faire de la provende. Ah, ok. Voilà, donc on peut transformer pour les animaux, pas uniquement les porcs. Okay. Ça entre dans la composition des aliments aussi bien pour les coquelets et autres, et les porcs aussi, les moutons, les bœufs. Donc le manioc, là, ça depuis, c'est la richesse en santé nutritive. Pardon? C'est la richesse qu'on peut avoir en termes de santé. Oui, absolument, absolument. En fait, le manioc est vraiment un soutien à la santé humaine, voilà, la santé animale aussi. Le gari, là, oui. en tout cas. Bon, le gari nous a soutenus. On l'appelait chlorure de soutien au campus. Dans toute épreuve, il est là. Ah oui. Sauf que maintenant, et ça a beaucoup changé, parce que les champs de manioc ont beaucoup diminué avec la maladie de la mosaïque qui a pris un peu d'ampleur, et ça fait que le gari a pris de la valeur un temps, et il fallait donc finalement devenir riche pour pouvoir manger du gari. Le gari était plus pour nous, quoi. Aujourd'hui, Tongolo, je crois non, le Tongolo a descendu maintenant. C'est maintenant autour des 300 francs CFA. Ah bon? 300 francs? Oui. Moi, vous nous achetez ça à 400. Non, bon, ça veut dire que voilà. Non. Nous, on revend aux gens qui revendent à 300. Hein? Bon. Oui, actuellement ça. Vous prenez les sacs de riz. À Boycon. Vous venez à Boycon. D'accord, c'est bon. Oui. Pour la prochaine fois, vous amenez. Bon, on va pas lancer les commandes ici. Donc, ça a un peu diminué parce que les champs de l'année dernière ont quand même permis de relayer un peu les difficultés. Même déjà au niveau du maïs, vous allez voir qu'il y a eu des diminutions, même au niveau du haricot, parce qu'actuellement, on est en train de sortir les stocks, les anciens stocks. Et l'haricot va passer à combien? L'haricot est déjà à 400 francs. D'accord. C'est déjà à 400. Le rouge, là? Oui, le rouge. Ouais, sinon, vous avez mis 200 déjà. Non, le blanc est à 500. Ah, je ne sais pas d'où. Attends, c'est de quel côté du Bénin en fait? C'est quel côté du Bénin? Non, mais vous êtes cloisonné à Cotonou. Comment vous faites? Cotonou coûte cher. Cotonou, venez vendre. Attends, on va. Je pense que c'est une autre méthode de vente. Venez vers les ménages. N'allez pas vers les. On va mettre en place un site e-commerce de proximité. On va venir acheter en ligne, mais en ligne. Et puis là, on aura des transporteurs pour assurer le déplacement, la livraison, oui. Parce qu'en fait, la nourriture, c'est ce dont on a besoin quotidiennement. Oui. Voilà, donc, si c'est moins cher, c'est toujours mieux. Ah oui. Voilà. Là, maintenant, on a parlé tout à l'heure des richesses en termes de santé. Oui. Mais les richesses pour la poche, dans la transformation du manioc, c'est où, dans quoi, comment on fait pour avoir de l'argent dans la transformation? Déjà, le manioc en lui-même, c'est une grosse source de richesse. Oui, quand on nous a dit ça, lundi dernier. À chacun sa terre, à chacun son champ de manioc. Exactement. Maintenant, lorsque vous décidez, par exemple, de transformer le manioc en tapioca, je vais utiliser le tapioca parce que le tapioca est vraiment bon pour la santé. En fait, le tapioca donne une valeur ajoutée plus grande que le gari. Quand vous prenez 1 hectare de manioc que vous achetez et que vous mettez en place, vous pouvez à la fois trouver le gari, ensuite le tapioca, ensuite de la provende pour vos animaux. Mais rien que avec 1 hectare de tapioca, vous pouvez vous retrouver en fait à 3 à 4 tonnes de tapioca. Oui. Attendez. La dernière fois, on est parti. Oui. Un tas de manioc. Un hectare de manioc. Pour quelle quantité? 15 tonnes ou... Non, si vous restez dans la moyenne, entre 15 et 45, donc vous avez 30 tonnes. Vous avez 30 tonnes de manioc qui sortent de votre champ. Vous pouvez vous retrouver donc à 4 jusqu'à 5 tonnes de tapioca. Seulement? Voilà. Tapioca? Oui, le tapioca. Le tapioca kerenemé. Oui, le tapioca.
Non, le gari, c'est beaucoup plus le gari, puisque en fait, pour avoir le tapioca... Et combien vous vendez le kilo du tapioca? Le kilo du tapioca, bon, prix Cotonou ou prix Borcha? Parce que là, je commence pas à me rendre compte que je fais des erreurs en donnant des prix. Non, donnez le bon prix parce que nous, on veut aller vers les bonnes personnes. Actuellement, le tapioca bien raffiné, c'est à 1000 francs. 1000 francs? Oui, le kilo. On fait un petit grain, oui, un petit grain, et c'est à 1000 francs le kilo. Et quand c'est même en petit grain, je crois qu'on consomme ça même sans prendre... Sans s'en rendre compte. En fait, même sans ajouter de l'eau, on consomme comme oui, gari, et c'est bien à délayer. Et puis, on mange aisément. Donc, vous avez le tapioca qui vous donne cette quantité. Vous avez le gari tout naturellement qui est là. Et on peut avoir combien de tonnes comme ça? En termes de gari? Oui. Bon, en termes de gari, pour 1 hectare, vous êtes autour des 15 tonnes. 15 tonnes. Oui, puisque le gari, c'est ce que vous... Mais attention, et pour avoir ces quantités-là, il est très important d'avoir les bonnes variétés de manioc. Oui. Ça, il faut vraiment insister là-dessus. Oui. C'est pour ça que nous conseillons souvent aux gens de prendre les boutures souches à l'INRAB. L'INRAB, c'est l'Institut national pour la recherche. Voilà, donc, ils font de la recherche, ils ne vendent pas. Mais quand vous allez à l'INRAB vous dit... La variété qu'il faut. Voilà, prenez telle variété pour... il y a aussi des instituts comme l'ITA qui font ce travail-là et qui vous orientent et qui vous permettent d'avoir de bonnes variétés. Voilà. Ok. Oui, c'est bon. C'est bon, vous n'avez pas du gari tapioca, c'est tout? Oui, en fait, en vrai, je pense que pour le débutant, si on va le lancer dans beaucoup de choses, dans des choses complexes, il ne va pas tout de suite s'en sortir. Moi, je conseille toujours, commencez par le gari et le tapioca. C'est vrai, vous pouvez faire après du attiéké, du pain, du gâteau, tout ça. Des biscuits à base de manioc. Il y a le jus. On fait de la boisson, taco. Il y a du sorabi à base de manioc. Oui. Okay. Oui. Quelqu'un a déjà consommé ça. Ça s'appelle le taco. Oui, c'est bon. Il y a du soda, et c'est du bon sorabi, mais au lieu de le faire avec du maïs ou des palmes, vous le faites avec du manioc. Donc il y a tout ça. Mais en fait, si vous commencez avec le gari, le tapioca, vous commencez avec 2 denrées qui sont quotidiennement utilisées. Donc ça vous permet d'engranger. Oui, vous êtes sûr. Vous n'avez pas à vous demander. On est cool au Bénin ou à l'étranger? Où vous voulez, mais vous n'avez pas de souci à vous faire d'écoulement quand il s'agit de gari ou de tapioca au Bénin déjà. Maintenant, bon, à l'extérieur, ça vaut un peu plus cher. Donc, du coup, dès que vous avez l'opportunité, je le dis, bon, si c'est permis de le dire, quand vous allez dans les pays comme le Niger, dans les pays comme le Mali, le Burkina, le gari, par exemple, est beaucoup plus cher. À titre d'exemple, pendant que le sac de gari était très bas, à 10 000 ici, on le vendait à 45 000 au Niger. Donc, parce que ces pays-là, ayant de difficultés à avoir de l'espace pour faire ce genre de culture, n'en ont pas. Et pourtant, ils les aiment. Donc, ils sont prêts à payer cher pour que ça vienne jusqu'à eux. En tout cas, merci beaucoup, Sergio Gandé, pour ces belles opportunités que vous nous offrez encore une fois aujourd'hui. Oui, je pense que ça peut être assez simpliste, mais quelqu'un qui prend 1 hectare de manioc et qui fait vraiment attention, comme l'a dit Rodrigue le lundi dernier, et puis transforme en manioc, en gari et en tapioca, puis utilise la peau de manioc pour faire de la provende, il se fait quand même suffisamment d'argent pour acheter la terre qui lui a servi à réaliser. Bon, je sais que vous avez déjà fait l'expérience. Oui, je vous explique. Non, je vais donner un exemple. Et lorsque vous n'avez pas de terre propre, on vous conseille de louer la terre. Vous louez la terre, vous faites le suivi. On loue combien selon Non, l'hectare, avec 50 000 francs, vous avez loué l'hectare. Donc, vous avez ça dépend de la localité aussi. Oui, bien sûr. Non, c'est annuel. Annuel, 50 000 francs par an. Oui, avec 50 000 francs, là, vous avez 1 hectare de terre que vous exploitez. Donc, quand vous mettez ces 50 000 francs et que vous suivez jusqu'à la fin, la récolte, vous vendez votre gari, vous vendez... Regardez déjà pour le gari, vous avez 15 tonnes. 15 tonnes. Donc, quand vous mettez, vous le mettez même à 10 000 au coût, c'est le plus bas, vous êtes déjà à 1 500 000. Oui. Voilà. et le tapioca vient s'ajouter parce que le tapioca, lui, il est beaucoup plus cher. Oui, le tapioca, lui, coûte
beaucoup plus cher et donc ils vous ramènent beaucoup plus d'argent. Ce qui vous permet en fait de racheter la terre qui vous a servi à faire. C'est pour ça que, en fait, bon, peut-être que c'est un secret que je dévoile, mais la plupart des paysans qui vendent les terres, des gens au village qui vendent les terres ne se rendent pas en compte, en fait, que c'est avec leur propre argent que nous achetons les terres. Parce qu'eux, ils vous louent, vous faites un contrat et puis vous payez après. Ils pensent que vous êtes riche. Alors qu'en fait, ce n'est pas que vous êtes riche. Vous avez juste exploité leurs propres ressources qu'ils ignorent pour pouvoir maintenant devenir ce qu'ils disent. Je crois que je vais dire aux fidèles téléspectateurs, n'ignorez plus vos terres. Ne louez pas vos terres, gardez vos terres. Faites l'essai de planter, de faire de la culture de manioc. Essayez la transformation du manioc également. Et venez nous dire, écrivez-nous également pour nous dire les résultats que vous avez obtenus. Est-ce que nos conseils, les conseils de nos fidèles experts vous ont été bénéfiques? Dites-nous. On a besoin d'avoir des témoignages pour également c'est important, oui. Mais de toute façon, ils sourient, on sent qu'il y a du bon dedans. Les retours sont importants. Si les gens peuvent faire des retours, c'est vraiment important parce que ça fait plaisir. Moi, j'ai eu quelques retours après quelques passages ici et il y a des gens qui m'ont même dit que, en fait, j'ai sous-estimé en fait les gains parce que ils ont fait l'expérience et ils ont eu beaucoup plus. Donc il faut vraiment s'adonner, mais il faut pas. Gandé Dossou, vous êtes producteur agricole. Merci beaucoup pour vos conseils. J'espère qu'ils feront de même, qu'ils vont suivre vos pas parce que tout le monde veut l'argent. Aujourd'hui, on veut l'argent à tout prix. Vous savez comment avoir l'argent maintenant. C'est bon. Je pense qu'à présent on va passer au débat. Après les bonnes opportunités, l'opportunité qu'offre le couple, c'est ici qu'on va en parler. Oui, les discordes dans le couple, ça ne manque pas. Avec mes invités sur ce plateau, nous avons déjà Kakochichi Yevedo, nous avons Cedro Gandé Dossou, nous avons notre conseillère conjugale Vigan Blandine, nous avons Karen Gagné, je précise, Karen Gagné Bédi, voilà. Notre sociologue également, elle n'est pas que sociologue, elle est également épouse. Elle va nous donner un peu les centres de discorde dans le couple. Qu'est-ce qui entraîne les discordes dans le couple? Comment les résoudre? C'est les questions qu'on se pose sur ce plateau et nous aurons les réponses avec mes invités. Je vais commencer par M. Yevedo, Kakochichi, puisque vous avez commencé, vous allez commencer par nous donner votre avis. D'après vous, c'est quoi la cause des discordes dans le couple? Il y a beaucoup de causes. De discorde. Il y a beaucoup de causes de discorde, d'accord. Mais ce qui revient le plus souvent, que moi j'ai remarqué, ce sont des discordes qui ont rapport à la gestion de l'argent à l'intérieur du couple. En fait, quand je vous suis, je ne voyais même pas la gestion. Je voyais directement l'argent. C'est bon, on a compris. Le point culminant de toutes les discordes, c'est l'argent qui revient tout le temps. Oui. À part ça, il y a d'autres. Oui, c'est surtout l'argent. C'est surtout l'argent. Il y a un autre qui revient du côté de l'homme qui, des fois, ne se sent pas respecté. Mais quand vous allez fouiller en dessous, c'est qu'il y a peut-être un problème d'argent là-dedans. Il y a toujours un problème de quoi là. Voilà. C'est la base. Bon, Blandine Vigan, pour vous qui êtes conseillère conjugale, dites-nous, est-ce que ça revient réellement que dans les problèmes de couple, les discordes de couple, c'est toujours l'argent le nœud? Oui, l'argent, c'est le nœud, mais pas toujours. Pas toujours. Il y a beaucoup plus d'autres raisons qui motivent les conflits. Je voudrais d'abord dire que, en tant qu'individu, il arrive des jours où nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas d'accord avec nous-mêmes. On peut prendre ces périodes comme des périodes conflictuelles où nous sommes en conflit avec nous-mêmes. Qu'en sera-t-il alors quand nous sommes à deux? Donc, je dis souvent qu'un homme ou bien une femme est déjà un problème. Et quand on met deux problèmes ensemble, quel est le résultat? C'est pour dire que les conflits qui viennent dans le couple au quotidien ou bien de temps en temps, c'est d'abord nos besoins non satisfaits. D'accord. C'est beaucoup plus relié à nos besoins non satisfaits. Au nom de ces besoins, on peut parler de l'argent, on peut parler aussi du désir d'être reconnu dans son ménage. Parfois, c'est le conjoint qui a envie que sa conjointe reconnaisse
le titre qu'il est. Mariage. Le titre qu'il occupe, sa personnalité dans le couple. Et dans ça, on peut parler du manque de respect et autres. On peut parler aussi de désir de réalisation de soi, d'avoir, de pouvoir. Parce qu'il y a cette question aussi qui vient souvent de temps en temps où l'homme se dit « je suis le chef du ménage, la femme doit être soumise ». Il y a cette chanson qui coule tout le temps dans les couples. Et quand on se rend compte que la femme veut tenir tête, bon, c'est pas forcément qu'elle veut tenir tête, parce qu'elle-même, elle veut qu'on reconnaisse qu'elle est une personne. Donc, il y a ces petits besoins qui sont non compris, maltraités et qui amènent des situations conflictuelles. Sergio Gane-Dossou, à côté de vous, il y a Blandine Vigan qui a parlé de problèmes liés au droit à l'homme qui réclame son autorité, la femme qui réclame son autorité. Vous, à votre niveau, est-ce que réellement c'est un problème de désaccord, le respect de chacun dans le couple? Bon, je pense que oui, absolument. Il y a des désaccords qui arrivent et l'homme, autant que la femme, cherche... Il y a un philosophe qui a dit que le désir le plus important de l'humain, c'est de se sentir valorisé. Et il y a même des gens qui entrent en fait dans un couple avec des blessures internes et qu'ils veulent voir l'autre guérir. D'accord. Pendant que l'autre, forcément, n'a pas idée de ses blessures et donc va sur un terrain qui ne fait que aggraver ou élargir la plaie. Moi, je voudrais déjà dire que si vous prenez deux jumeaux, et je suis père de jumeaux, quand vous prenez deux jumeaux, vous vous rendez compte que bien qu'ayant passé déjà 9 mois ensemble, à l'intérieur, avant de sortir, ils ont des conflits tout le temps. Tout le temps. Donc, il faut déjà commencer par normaliser le fait qu'il y ait des conflits au sein des couples. Ça, c'est très important. Il faut normaliser ça. Une fois qu'on a normalisé, je pense que, comme l'a dit M. Kapotiti tout à l'heure, le premier problème, c'est l'argent. Le deuxième, c'est le sexe. Et puis, le troisième qui vient être comme un sublimeur des deux autres, c'est le défaut de communication. Merci. Si il y a de l'argent qui circule, si du côté sexuel tout va bien et qu'on communique, je pense que tout le reste, ça peut aller. Ça peut aller sûrement pour vous. La sociologue également et épouse sur ce plateau, je vais bien demander son avis. D'après vous, Karen Gagné-Béji, dites-nous, est-ce qu'il peut arriver qu'on ait des foyers sans désaccord? Merci beaucoup. Je pense que la majorité des invités sur ce plateau a déjà répondu à cette préoccupation. Vous savez, en matière de conflit, même quand c'est un papa et son enfant, le conflit existe. Tant qu'il y a vie, il y a conflit. Et tant qu'il y a... on assiste à la mutation dans la société, au changement. La société étant une organisation, il y a toujours de bouleversements. Et tant qu'il y a bouleversement, les conflits sont là. Et les conflits permettent souvent de se remettre en cause, de se repositionner et de pouvoir atteindre un objectif. Donc, quand je prends le couple, je dirais juste, oui, il y a des conflits parce que quand vous vous mettez à deux, ce sont des clauses qui ont été mises en commun pour être à deux. Et avec le temps, ces clauses peuvent subir des modifications. Et c'est quand ces modifications arrivent et que tous les deux partenaires ou les acteurs ensemble ne sont pas partants pour cette modification-là qu'on assiste maintenant au conflit. Le conflit, ça existe, ça doit exister. C'est ça qui permet à deux personnes qui sont en couple de savoir que oui, on s'est dit oui, mais... même à l'église, on dit pour le meilleur et pour le pire. Et le pire doit forcément venir? Oui, le pire pas dans le sens tragique. Mais ces conflits font partie du pire qui arrive, qui vous permettent de normaliser votre engagement et votre relation à deux. Alors, quelles sont, je vais rester un peu avec vous encore, c'est quoi les solutions qu'on peut avoir pour qu'on ait un foyer? Certes, on a dit, ça va exister. Et les discordes vont venir, mais est-ce qu'on peut réellement l'éviter et comment? On ne pourra pas l'éviter, mais on peut les réduire.
On ne pourra pas éviter les discordes dans un couple parce que vous savez, quand deux personnes sont ensemble, c'est une question de tempérament. C'est deux éducations différentes qui viennent se mélanger ensemble. Et surtout quand les enfants viennent, ça devient encore à conjuguer ces deux éducations-là pour sortir une seule pour pouvoir donner à ces enfants-là. Donc, on ne pourra pas éradiquer les conflits dans un couple, mais on pourra les réduire. Les réduire en ce sens où on accepte déjà que le conflit existe. Ensuite, on se prête à la communication en discutant. Parce que quand il y a le conflit, que chacun veut avoir raison, le conflit n'est jamais résolu. Donc, il faut déjà qu'en tant que couple, on accepte, il y aura des conflits, mais quand il y a les conflits, il faut que j'accepte communiquer avec mon partenaire, avec ma partenaire, pour pouvoir trouver les solutions. Plus vite vous avez les solutions, plus vite vous réduisez le nombre de fois où vous avez de conflits dans votre foyer. Merci beaucoup. C'est tout. Vous, à votre niveau, comment vous faites pour gérer les désaccords dans le foyer? Bon, à mon niveau, il faut dire que déjà, il y a ce qu'on appelle les clauses, comment on appelle ça? Les clauses préétablies. Oui. D'accord. Dans ces clauses préétablies, il n'y a que d'abord quel que soit le problème, quelle que soit sa nature, ni papa, ni maman, ni beaux-parents ne doivent en être informés, ni amis intimes. Parce que ça, c'est la première source de prolifération du problème. Si vous créez une atmosphère qui permette à ce que, quand il y a problème, l'homme peut aller informer sa maman ou sa belle-mère, ou que la femme peut aller informer son beau-frère, etc., c'est que vous allez forcément élargir le problème. Donc, forcément, là, on va gérer à l'interne. Quand on a cette clause bien établie, je pense que le reste là, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un problème de communication à un moment M. Si on n'a pas d'autre solution que de le régler à deux, on finit toujours timidement par commencer par jeter des petites pistes de résolution et un peu, la machine reprend. Je suppose que la conseillère en relation conjugale est d'avis avec vous, mais je voudrais bien que vous donniez également quelques conseils aux foyers, à ces couples, pour qu'ils puissent gérer les désaccords. D'accord, je suis d'accord avec Serge Ogandé pour sa proposition de clause. C'est très important d'avoir cette clause pour ne pas tomber dans ce qu'on ne peut plus gérer. Mais pour ajouter d'autres conseils dans ce sens, c'est que je vais dire aux couples qui nous écoutent que pour gérer les conflits dans le couple, comme l'a dit la sociologue, la première chose à faire, c'est de discuter. Mais quand discuter, c'est là la véritable question. Parce qu'on assiste souvent à ces scènes de ménage où, quand la femme ou bien l'homme est frustré, on guette l'autre. On le guette et dès qu'il rentre à la maison, toi là, viens ici, je t'attendais depuis le matin. Ce que tu as fait, tant, est-ce que c'est normal? Et puis, à l'attaque. On l'attaque dans tous les sens. Et je vous dis que quand on commence pas à se comporter comme ça, on commence pas à hausser le ton. Hausser le ton, pas crier même. On se rend compte que on pense régler le problème comme ça, alors que l'autre partenaire ne nous écoute plus. Quand nous commençons pas à agir de façon colérique, il y a un écart entre les deux partenaires. Et on pense qu'il a écouté. Et ça se répercute encore une autre fois. Avec tout ce que j'ai dit la dernière fois, tu ne m'écoutes pas. C'est le besoin. Il constate que vraiment la communication ne passe pas. Quand ça se passe comme ça, il faut que les couples sachent que vraiment, ils doivent chercher le bon moment. Et parmi les clauses qu'il faut alors fixer au début, je vais leur demander de s'entendre. C'est la technique de Clark et de Suzanne que je veux proposer ici. 5-5-5. 5 minutes pour discuter et pour que la personne qui est frustrée explique ce pourquoi il est frustré, en faisant l'effort de garder son calme, d'utiliser le jeu. Jeu pourquoi? Pour accompagner de ses émotions. Parce que quand l'autre a mal agi, c'est un effet que ça a eu sur toi. Donc quand tu as commencé par prendre la parole, la dernière fois, j'ai eu très mal au cœur quand tu m'as manqué de respect. Quand l'autre écoute cela, les circonstances dans lesquelles il t'a manqué de respect, tu prends le temps de lui expliquer ça. C'est pourquoi on a dit 5-5-5. 5 minutes pour vraiment bien expliciter
Ton second partenaire reprend la parole. Et explique pourquoi il donne la vision, ce pourquoi il s'est comporté comme cela. Tu comprends. Si tu n'as pas compris, 5e, 3e minute, vous allez ensemble réfléchir pour trouver la solution qui est la plus adaptée. C'est pourquoi c'est important de voir le temps, de prendre rendez-vous avec son conjoint ou sa conjointe pour dire « Je veux te voir, nous allons discuter ». Quand est-ce que tu es disponible? Avec les conseils de Karen Gagné qui dit à quel moment on choisissait 5 minutes, comment on arrive à parler à une personne qui est dure, comme fait, qui n'aime pas parler. À quel moment on dit à cette personne, je veux parler avec toi? Vous savez, chaque couple a ses points faibles. Chaque partenaire a le moment où il est ouvert, peu importe son niveau de colère. Pour certaines personnes, c'est la nuit, en plein sommeil. Pour d'autres, c'est tôt le matin, à 5 h du matin. Et pour d'autres, c'est peut-être laisser passer 24 h, 48 heures pour discuter. Merci beaucoup à vous, Karen Gagné, Blandine Vigan, Sergio Gandé Dossou, merci. Kaboti Yevedo, merci également à vous, fidèles téléspectateurs qui êtes restés en notre compagnie. Ce sera tout pour le rendez-vous de midi de ce jour. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Bon appétit à vous. Bye bye.